Proto-slave, proto-baltoslave et proto-indo-européen sont des exemples de proto-langues parmi beaucoup d'autres. J'en parle assez régulièrement sur cette chaîne en mentionnant qu'il s'agit de langues ancêtres d'une famille de langues, mais sans jamais vraiment définir le concept même de proto-langue. En fait, dès qu'on lit des articles et des ouvrages relatifs aux langues slaves, on s'aperçoit que d'un auteur à l'autre, la définition de ce qu'est le proto-slave varie légèrement. Je vous ai choisi ici une définition particulièrement précise de la terminologie tournant autour des proto-langues. Il s'agit de celle de Thomas Hollander, que l'on peut lire notamment dans son ouvrage Proto-Slavic Inflectional Morphology, dans la mesure où c'est sur cette base qu'est déterminé tout au long de l'ouvrage ce qui relève du proto-slave et ce qui n'en relève pas. 3 termes principaux sont à définir. Le premier est celui de proto-langue lui-même, le X que j'ai marqué ici spécifiant de quelle proto-langue il est question. Typiquement, sur cette chaîne, il s'agit du proto-slave, voire du proto-baltoslave ou du proto-indo-européen. Ce qui nous est dit, c'est que ce proto-X représente la dernière étape d'une langue X précédant une innovation qui n'est pas partagée par tous ses descendants, ou au moins par tous ses descendants connus parce que parfois on ne connaît pas tous les descendants. C'est-à-dire que la première fois qu'une évolution n'est pas partagée par tous les descendants de cette langue, alors on ne peut plus la qualifier de proto-langue. On parlera alors de langue commune, que j'ai marqué ici comme X commun, comme ce que je fais sur cette chaîne en parlant de slave commun. Il s'agit de systèmes linguistiques différenciés, mais toujours très proches les uns des autres, et qui sont donc toujours susceptibles d'être sujets à des évolutions similaires, voire identiques. Le troisième terme précède celui de proto-langue. Il s'agit du terme de pré-proto-langue, ou comme j'ai marqué ici, pré-proto-X. Il s'agit logiquement de l'étape qui amène à la proto-langue en question. Dans ce système, on a donc 2 termes qui désignent un processus évolutif, ce sont les termes de pré-proto-langue et de langue commune. Celui de proto-langue lui-même désigne quant à lui un instantané dans le passé, celui où la langue constitue encore un système linguistique unique, mais qui est sur le point de se diviser. Proto-indo-européen et proto-slave correspondent toutefois à 2 types de proto-langues différentes. Elles ont en commun de représenter une reconstruction, à partir des données qui sont accessibles aujourd'hui, de la langue qui a été à l'origine de la famille qu'elle représente, ici de la famille indo-européenne et de la famille slave. Mais la famille slave fait elle-même partie, avec de nombreuses autres familles de langues, de la famille bien plus importante des langues indo-européennes. On connaît donc aux proto-slaves des ancêtres, des cousins, des enfants. En revanche, on n'est pas capable de voir plus loin que le proto-indo-européen, dans la mesure où il s'agit du point le plus lointain que l'on peut apercevoir à partir des données qui nous sont accessibles aujourd'hui avec les langues indo-européennes, qu'elles soient vivantes ou mortes. Pour le proto-indo-européen, on parle donc de proto-langue primaire. Mais revenons au proto-slave. Pour comprendre exactement ce qu'il est, il faut donc déterminer l'identité de la première évolution à ne pas avoir été partagée de façon uniforme par tous ses descendants connus. Cela implique d'avoir une bonne idée en tête de la chronologie des événements, des évolutions ayant mené au slave commun. Il y a d'ailleurs sur cette chaîne une vidéo qui est consacrée à cette question et je vous invite donc à aller la regarder après. Hollander évoque 2 possibilités pour déterminer ce moment de bascule. La première semble plus évidente. Il s'agit de la deuxième palatalisation, dans la mesure où elle n'a pas eu des résultats uniformes partout, et n'a d'ailleurs même pas eu lieu du tout en vieux novgorodien. La première palatalisation, elle a eu les mêmes effets partout, et la monophtongisation des diphtongues, qui a motivé la deuxième palatalisation, a également eu les mêmes effets partout, d'où l'idée de choisir cette deuxième palatalisation. La deuxième, qui a la préférence d'Hollander, est un petit peu plus complexe à expliquer. Il s'agit d'un type de changement vocalique qui répond au besoin que le slave avait d'harmoniser ses syllabes, c'est-à-dire de faire en sorte que le point d'articulation d'une voyelle ne soit pas éloigné de celui de la consonne qui le précède. Certains phénomènes, comme la iodisation ou la troisième palatalisation, ont créé des situations où des consonnes palatalisées précédaient des voyelles postérieures. Ces voyelles ont donc eu ensuite tendance à se transformer en voyelles antérieures, afin de se rapprocher du point d'articulation des consonnes palatalisées, conformément à ce qu'était la norme en slave à l'époque. Cette dynamique de changement vocalique a eu lieu sur une longue période et n'a pas été entièrement uniforme partout. Elle a commencé avant la deuxième palatalisation, ce qui en ferait donc une bonne candidate pour le marquage du début du slave commun. Pour nos besoins à nous, sur une chaîne qui parle de vulgarisation linguistique et qui utilise le proto-slave surtout pour expliquer comment fonctionnent les langues slaves d'aujourd'hui, choisir l'un ou l'autre de ces phénomènes pour le début du slave commun ne change pas grand-chose.
Et d'ailleurs, maintenant que les choses sont définies, disons-le franchement, quand moi je parle de protoslave sur cette chaîne, ce n'est pas exactement de cette façon que j'en parle. Car dans la pratique, ce qui est considéré ici par Hollander comme étant respectivement du pré-protoslave et le protoslave sont souvent regroupés sous le terme unique de protoslave, et c'est ce que je fais ici. D'ailleurs, au fil des vidéos, j'ai moi-même pu qualifier de protoslave des choses légèrement différentes selon les ouvrages avec lesquels j'ai pu travailler sur une vidéo ou sur une autre. Les vidéos publiées depuis septembre 2024 sont à ce regard plus homogènes. Je parle donc du protoslave et de slave commun, respectant le passage d'une langue unique à un système linguistique relativement homogène, dans lequel des différences commencent toutefois à émerger d'un dialecte à un autre. C'est ainsi que vous m'entendrez parler dans mes vidéos d'évolution du protoslave plutôt que d'évolution du pré-protoslave ayant mené au protoslave. Ne vous y trompez pas, je ne suis pas en train de balayer d'un revers de la main l'intérêt de la définition d'Hollander, car celle-ci permet la création d'ouvrages linguistiques pointus et précis. Ainsi, dans l'ouvrage dont je vous ai parlé en début de vidéo, Hollander propose une reconstruction de la flexion, c'est-à-dire des désinences et des terminaisons verbales existant en protoslave. Il est donc évident qu'avoir une idée précise du moment qui est censé représenter cet état de la langue ne peut être atteint qu'avec une définition ne laissant place à aucune ambiguïté. Un grand merci à ceux qui, par leur support mensuel, me permettent de toucher la somme de 12 € par mois à l'heure où cette vidéo est publiée. Si vous voulez vous aussi assurer l'avenir de cette chaîne, vous pouvez vous joindre à eux avec une somme de votre choix. La marche à suivre est indiquée en description. Et si la chronologie des évolutions menant au protoslave et découlant du protoslave vous intéresse, alors j'ai ici ce qu'il vous faut.